le château fort de Sedan, 35 000 mètres carrés de superficie, le plus étendu d'Europe. Depuis quand appartient-il à la ville de Sedan? La ville de Sedan a fait l'acquisition du château en 1962. Auparavant, il appartenait à l'autorité militaire depuis 1642. Et depuis 1962, donc, la ville de Sedan cherche à le restaurer. Alors depuis 1962, la ville de Sedan a obtenu son classement en totalité et il a été inscrit en restauration à la seconde loi programme et maintenant au 6e plan. Oui, cela représente des frais énormes. Pour donner une idée, par exemple, la tour devant laquelle nous sommes, combien y a-t-il d'ardoises dessus? Alors la grosse tour représente à elle seule 15 000 ardoises et chaque ardoise a été taillée à la main. Des ardoises ardennaises? Hélas non, il n'y a plus d'ardoises ardennaises. Ce sont des ardoises angevines et anglaises. Et en ce qui concerne les travaux de restauration, qu'est-ce qu'il y a déjà eu de fait? Alors nous avons commencé par la façade sud du château et nous poursuivons vers la façade ouest. Au cours du 6e plan, cette façade ouest sera totalement terminée et on pourra commencer la façade est. C'est à cet emplacement-ci que se situe l'origine de Sedan et du château. C'est l'origine de Sedan et du château. Au plus profond, on a trouvé jusqu'actuellement, un cimetière carolingien sur lequel a été édifié au milieu du XIe siècle une première église dont il subsiste l'entrée qui se trouve sur la partie couverte et l'abside qui est délimitée par cette ligne de pierre brisée. Et le reste a brûlé? Alors cette église a brûlé, elle a brûlé au début du XIIIe siècle. On ne connaît pas exactement la cause, mais il apparaît à peu près certain que c'est un incendie volontaire parce que les pierres sont brûlées très profondément. Alors au milieu du XIIIe siècle, Sedan, qui à ce moment-là est toujours propriété des abbés de Mouzon, mais dispose d'un ce qu'on appelle un avoué, c'est-à-dire un protecteur, qui est Gilles II de Hierges, un seigneur très riche et très puissant, relève cette église, il l'agrandit, il l'allonge, d'où cette seconde abside, et en même temps il édifie un bâtiment qui subsiste là, et qui constitue un prieuré dans lequel se tiennent quelques bénédictins délégués par l'abbaye de Mouzon et qui desservent, selon la formule qu'on a trouvée dans les textes de l'époque, qui desservent les paroisses circonvoisines. Le mur ici est beaucoup plus épais, c'était donc le mur extérieur. Alors c'est-à-dire que le prieuré du XIIIe siècle avait des murs relativement faibles, de l'épaisseur de celui que nous voyons sur ma droite. Par contre, quand par la suite cet ensemble deviendra le noyau du château, on va renforcer la partie la plus extérieure pour en faire le donjon, c'est-à-dire le dernier refuge. Elle a été découverte récemment, cette église. Cette église a été découverte récemment, on ne la connaissait pratiquement pas, on avait quelques vagues notions, quelques vagues documents, et les sondages ont permis de la mettre à jour. C'est pratiquement en 67-68 que le plus gros des travaux ont été commencés. Actuellement, on ne peut pas poursuivre aussi longtemps qu'on n'aura pas trouvé les moyens, et surtout les moyens financiers qui assureront sa protection en même temps que sa découverte totale. Et en somme, c'est au-dessus et autour de cette église qu'a été construit le château. C'est autour de cette église, c'est à partir de ce prieuré qu'a été construit le château. Le prieuré a constitué le donjon principal, et c'est autour de ce donjon principal qu'on a établi un premier château de forme triangulaire, dont on aperçoit un des sommets qui est la grosse tour, l'autre sommet qui sont les tours jumelles qui étaient l'entrée de ce château primitif, et une troisième tour qui nous tourne le dos. Alors la cour intérieure a été modifiée en ce sens que par un phénomène de renforcement qu'on appelle un remparement, on a perdu une bonne quinzaine de mètres de largeur. Autrement dit, cette cour n'avait pas cette sensation, cette forme de puits qu'elle a maintenant. Elle était beaucoup plus aérée.
Alors, nous en arrivons au fondateur du château de Sedan, Évrard de la Marck. Oui, c'est Évrard de la Marck qui est le véritable fondateur du château de Sedan en 1424. Mais Évrard de la Marck était un seigneur très puissant et très riche. Il aurait très bien pu s'établir aussi bien à Liège qu'en Rhénanie pour son commerce. Comment se fait-il qu'il soit installé à Sedan? Oui, il a trouvé là, d'une part, des terres dont il a hérité par mariage, et d'autre part, il exploitait dans son château, ou à proximité de son château d'Arenberg, dans la vallée de l'Ar, près de Cologne, des mines de cuivre qu'il vendait à Liège, qu'il vendait à Dinan et qu'il vendait à Reims. Alors ce passage de la Meuse vers Reims, c'était pour lui une position, disons, stratégique. Oui, bien sûr. Et cette tour, donc, est une œuvre d'Évrard de la Marck. C'est une œuvre d'Évrard de la Marck. Elle date donc tout à fait des premières années du XVe siècle. C'est l'un des 3 sommets du triangle qui constituait le château primitif. Mais dites-moi, comment se fait-il que cette tour soit bouchée? Alors, cette tour a été bouchée parce que le fils d'Évrard de la Marck, qui lui a succédé très rapidement d'ailleurs, Jean de la Marck, et c'est un seigneur qu'on connaît très mal parce qu'il n'a jamais fait la guerre. Alors on n'a aucun document sur lui. Mais il a tout de même fait des constructions. Mais il a fait beaucoup de choses, il a fait beaucoup de constructions au château, et il a trouvé que papa était un petit peu dépassé par les événements. Les murs du château d'Évrard de la Marck avaient entre 1 mètre ou 1 mètre 30 d'épaisseur, et Jean de la Marck a eu peur de l'artillerie qui commençait à apparaître. Alors il a renforcé l'ensemble du château de son père en chemisant toutes les tours et en construisant un second mur devant le mur primitif de son père. Ce qui fait qu'on arrive ici à ce que les fenêtres qui étaient de la salle primitive sont obturées. Mais on peut circuler entre les deux. Oui, et la tour avait combien d'épaisseur, la première tour? Alors la première tour avait à peu près 1,50 m d'épaisseur à la base. Et ça donne une épaisseur de combien? 7,20 m. Oui, c'est modeste. Énorme. Alors ici, cette tour comporte des différents niveaux. Il y a en dessous de nous 2 autres salles. Une qu'on appelle la salle aux fleurs de lys, parce qu'il est arrivé un événement en 1793. Qui sont de même diamètre que Qui sont toutes de même diamètre et de même allure. Elles comportent également une cheminée en ce qui concerne la salle du dessus. Alors il y a 5 pièces, il y a 5 niveaux ici. Au sous-sol, à la pièce la plus profonde, c'est ce qu'on appelle l'oubliette, et en fait c'est une citerne à eau. Et qui sont vraiment d'origine, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas été modifiées intérieurement. Elles n'ont pas été modifiées intérieurement. Elles sont telles qu'elles existaient à l'époque. Alors Jean de la Marck a commencé, comme je vous le disais, à renforcer le château primitif, c'est-à-dire englober cette tour et l'ensemble du château d'une seconde muraille. Mais les seigneurs du secteur, et notamment l'abbé de Mouzon, parce qu'en principe, Jean de la Marck rendait hommage à l'abbé de Mouzon. Je dis en principe, parce qu'en fait, il le faisait assez peu ou assez mal. C'était une abbaye bénédictine. Une abbaye bénédictine très importante qui couvrait toute la région. Alors, ces abbés de Mouzon ont trouvé que Jean de la Marck faisait des constructions vraiment trop importantes et ont tenté de l'en empêcher. Alors ça, c'est la fin de sa première période, si vous voulez. C'est l'époque où il s'est contenté, si on peut dire, de renforcer le château de son père. Après quoi, il a été sous la contrainte, voyant que les abbés de Mouzon voulaient lui faire démolir ce qu'il venait de faire, il a fait appel au roi de France. Je vois une parenthèse. Est-ce qu'on peut imaginer comment était aménagée une tour comme celle-ci? Bien, je pense qu'une tour comme celle-ci, comme toutes les habitations de l'époque, était assez rudimentaire au point de vue confort. Il y avait cette cheminée pour le chauffage. Il y avait un éclairage qui était l'éclairage naturel, où les 2 cases qui sont là, qui recevaient les appareils destinés à donner de la lumière. Au point de vue installation, les pierres étaient brutes, mais étaient recouvertes de tapisserie. Parce que finalement, le mobilier essentiel au XVe siècle, c'est la tapisserie et les coffres. Et que reste-t-il ici? Absolument rien. Rien. Absolument rien, malheureusement. Vous avez tout de même trouvé certaines choses au château de Sedan? Alors on a trouvé un certain nombre de choses à l'occasion de sondages ou de fouilles qui ont été faites les années précédentes ou pendant les travaux qui ont permis le sauvetage de l'édifice. Enfin j'entends au point de vue mobilier. Au point de vue mobilier, on a trouvé surtout, disons, de la vaisselle, c'est-à-dire des poteries. Mais on n'a pas trouvé de mobilier dans le sens où on l'entend communément, c'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé de meubles ni de tapisseries. Alors ici, nous en arrivons à la jonction des 2 périodes, c'est-à-dire celle de Évrard de la Marck, le père, et Jean de la Marck, le fils. Exactement. La partie intérieure et la tour qui a été construite par Évrard de la Marck. C'est-à-dire ici? Ici même où nous sommes, et qui est délimitée par cette ligne de piliers. Oui.
Et extérieurement, c'est la construction de Jean de la Marck au cours de la première partie de Donc, son règne. l'élargissement. L'élargissement, le renforcement du château primitif. Et la charpente, il y a une harmonie entre les deux. Oui, il y a une harmonie et cependant les deux charpentes ne sont pas absolument homogènes puisque la partie centrale correspond à la charpente de la première tour alors que la partie extérieure correspond à la charpente de la seconde tour. Ce qui fait qu'on a un ensemble assez hétéroclite, mais qui reste très harmonieux. Très harmonieux. Et ce qui est intéressant, c'est que le fait d'avoir conservé la charpente de la première tour nous permet maintenant de retrouver les emplacements des hourds qui étaient accrochés autour de la première tour, de la petite tour, quand un assaillant pouvait se présenter. Oui, les hourds, c'était les systèmes de défense en bois. C'est un système de défense en bois mobile, donc on peut monter en cas de besoin et démonter après, parce que ce n'est pas très esthétique. Et au moyen desquels on pouvait déverser de l'huile bouillante ou des pierres sur la tête des assaillants. Et alors là, c'est la partie ogivale. Alors cette fois, c'est la partie ogivale, c'est-à-dire l'ensemble du pavillon qui a été édifié par Jean de la Marck au cours de la seconde partie de son règne, après cette fameuse lettre de Saint-Pourçain. L'homme armé doit-on douter? On a fait partout crier que chacun se vienne armé d'un obragon de fer. L'homme armé doit-on douter? Jean de la Marck, grâce au roi de France, qui était à l'époque, je crois, Charles VII, a pu moderniser le château. Mais en quoi le roi de France pouvait donner une autorisation de ce genre, puisque Sedan était encore une principauté à l'époque? C'est-à-dire que l'intervention du roi de France vient surtout en sa qualité de roi et sa puissance de roi, ce qui lui permet d'intervenir auprès de l'abbé de Mouzon et par contre-coup de l'archevêque de Reims, ce qui lui permet à Jean de la Marck de fortifier autant qu'il le voudra. C'est le terme même de la lettre dite de Saint-Pourçain par laquelle Charles VII autorise ou reconnaît à Jean de la Marck le droit de fortifier Sedan. Fortifié, et puis ça permettait aussi à une époque où l'artillerie devenait un petit peu plus puissante de renforcer les murs. Au fond, c'est un petit peu ça. Également. De renforcer les murs, parce qu'effectivement, Jean de la Marck trouvait que les constructions de son père étaient un petit peu légères, si on peut dire, en regard de l'artillerie, encore bien que celle-ci ne soit pas tellement dangereuse à l'époque, mais elle faisait grande peur, comme on a dit. Alors, dans ce château, quels ont été les apports de Jean de la Marck? En dehors, bien sûr, des fortifications renforcées. Alors, en dehors du renforcement, Jean de la Marck a doublé complètement le château. La superficie. Donc, toute la superficie du château était doublée par la création de ce qu'on appelle la base, c'est-à-dire la première cour dans laquelle on pénètre dans le château maintenant, et par la construction de l'ensemble des logis seigneuriaux, c'est-à-dire l'ensemble du pavillon ogival. Il a amélioré l'habitat. Alors, il a amélioré l'habitat en quelque sorte. Il a créé une cuisine, il a créé la salle ogivale, qui est une des plus belles pièces du château. Et puis la salle des jeux de paume. Et les salles des jeux de paume dans lesquelles nous nous trouvons, qui sont en fait d'ailleurs des salles qui ont été créées sur l'emplacement du fossé du château primitif. Nous sommes ici à la limite du château primitif et de l'agrandissement de Jean de la Marck. Alors on a utilisé ce fossé en le couvrant de façon à en faire des salles de réserve. Et le nom de salle de jeu de paume lui est donné depuis toujours parce qu'on prétend qu'ici les hommes d'armes jouaient au jeu de paume. Ça vaut ce que ça vaut. Ça vaut ce que ça vaut.
qu'est-ce que c'est que les remparements? Alors le remparement sur lequel nous nous trouvons est une protection de la base du château contre l'artillerie. La base du château, qui était déjà très épaisse, est encore renforcée par la création d'un second mur en avant du mur qui existait, et entre les deux, on bourre de la terre. Ça, c'est le premier point, c'est pour se protéger de l'artillerie. Puisque nous parlons artillerie, il y a la tour d'artillerie, justement. Alors le deuxième point, c'est cela, c'est que se protéger, c'est bien, s'en servir, c'est encore mieux. Et on crée ensuite une tour d'artillerie qui va protéger, qui est une tour flanquante, c'est-à-dire qu'elle protège les deux ailes du château. Et finalement, on crée au chaque angle du château, on crée des bastions. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans les bastions? Alors ces bastions, au rez-de-chaussée, reçoivent des hommes d'armes qui sont chargés d'empêcher l'approche du château par les troupes assaillantes, et aux étages supérieurs, les emplacements des pièces d'artillerie. Alors il y a 4 bastions au château, un à chaque angle. Le dernier était terminé en 1572. Extérieurement, ils ressemblent à des constructions de Vauban, pourtant ils sont 100 ans antérieurs à Vauban. Docteur Charpentier, vous êtes le maire de Sedan. Sedan qui, grâce à son château, reçoit de nombreux touristes chaque année. Je crois qu'il y en a eu 20 000 l'année dernière. Or, vous envisagez une utilisation plus large du château. Quelle est-elle? Eh bien oui, nous aimerions donner à ce vaisseau énorme d'autres fonctions que des vertus purement touristiques, aussi bien françaises qu'internationales, puisque vous savez effectivement qu'à ce niveau, Sedan est un peu une ville relais des visiteurs hollandais qui descendent sur la Côte d'Azur et bien plus loin, mais nous aimerions lui donner une vie culturelle. Notre esprit, c'est d'éviter de tourner vers l'érudition, si vous voulez, et de laisser ce bâtiment à l'usage exclusif de quelques grands savants. Ou alors simplement des touristes. Ou simplement des touristes de passage. Nous voudrions que ça vive. Nous voudrions que le château fort redevienne un instrument de vie pour toute la population soudanaise. Alors, bien sûr, les projets ne nous manquent pas. C'est plutôt, comme vous vous en doutez, nos possibilités financières qui ne nous permettent pas de faire tout ce que nous voulons. Mais enfin, nous avons déjà, vous allez le voir, fait déjà de gros travaux, et les gros travaux hors d'eau du château maintenant sont faits. Nous avons une très belle salle d'exposition. Nous avons maintenant une petite salle, et puis ce que nous appelons un peu pompeusement la taverne, où tout de même les visiteurs peuvent se restaurer légèrement. Et à côté de la taverne, d'autres salles qui vont ouvrir très bientôt. En somme, vous voudriez en faire une maison de la culture? Maison de la culture, ça m'ennuie un petit peu parce qu'il en existe culture déjà. Vous fait peur? Non, point du tout, mais parce que le terme maison de la culture existe, oui, et qu'il n'est pas possible de transposer une maison de la culture ici, parce que nous ne pourrons jamais y faire un théâtre au sens vrai du mot, avec toutes les... Pourtant, vous avez un décor extraordinaire. Ah, le décor lui-même, pour une pièce peut-être. Il faudrait que nous écrivions une pièce spécialement pour le château fort de Sedan, il est vrai. Mais vous connaissez comme moi maintenant les difficultés, ou plus exactement les exigences des écrivains modernes au point de vue théâtre. Il leur faut des scènes tournantes, tout un système d'éclairage que nous n'aurons jamais ici. Par conséquent, non pas, si vous voulez, une maison de la culture, mais une maison culturelle, comme effectivement, peut-être, il pourrait s'y jouer certaines pièces, comme il s'y joue certains morceaux de musique dans certaines circonstances. Et je pense qu'à ce niveau, nous pouvons apporter à la population de Sedan de bonnes choses.